Bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Nico. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En quelques mots, quelle est ton histoire et comment on s'est finalement rencontrés? Oui, alors on s'est rencontrés il y a 3 ans, 4 ans, dans le cadre de la supervision en analyse transactionnelle à Villejuif. Alors qui je suis? Je suis un homme de 57 ans qui aujourd'hui fait un troisième métier, à savoir coach et consultant pour les organisations, pour les chefs d'entreprise, les dirigeants, les indépendants. Avant ça, j'étais dans un négoce de matériaux écologiques que j'avais créé moi-même en 98, suite à une reconversion professionnelle où j'étais dans le fonctionnariat, où je n'y étais pas bien. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à évoluer dans cette organisation, dans un groupe, et dans une fonction qui ne me donnait pas de perspective en fait. D'accord. Voilà, donc je me suis fait accompagner pour faire une transition professionnelle, et puis j'ai fait la deuxième moi-même en quittant toutes ces entreprises que j'ai créées et que j'ai développé. En 2016, je faisais trop de kilomètres en voiture, je ne trouvais plus mon écologie propre. Et donc je me suis formé au coaching à Paris. Et ce fut le début d'une nouvelle aventure professionnelle où j'ai également développé d'autres choses que le coaching pur, à savoir la consultance, puisque moi-même j'avais été chef d'entreprise, j'avais un sens de ce que c'était l'organisation. J'ai travaillé, quand j'étais chef d'entreprise, avec la sociocratie, on va dire sur des systèmes de management horizontaux, où j'implique davantage les salariés, les équipes, les managers, etc. Ok. Et aujourd'hui, quelle est ta passion quand tu coaches? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui t'appelle le plus? J'aime bien cette question. Ce qui me passionne, ce qui me donne envie de me lever, c'est d'éviter aux gens la souffrance au travail. Je vis d'une utopie qui est éradiquer la souffrance au travail, mais je sais que c'est une utopie. Donc En tout cas, la diminuer. Oui, tant que je peux, du plus que je peux, faire en sorte que les gens trouvent leur voie, que les gens soient dans ce que j'appelle leur zone d'excellence naturelle, qu'ils développent en fait depuis l'enfance, mais qu'ils ne le savent pas. Il y a beaucoup d'erreurs de parcours dans le travail parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut avoir un salaire, parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut payer son loyer, il faut payer sa bouffe, etc. Et donc c'est normal qu'on se retrouve dans des voies professionnelles parfois qui ne sont pas celles que nous recherchons, que nous désirons. En tout cas, ce fut mon parcours. Moi, je suis né 6e dans une famille, et dernier, avec un père décédé très tôt, et soutien d'une veuve, ma mère, et donc il fallait que je travaille assez rapidement. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le premier job, et qui était très bien en soi, et en plus c'était très sécure, c'était dans mon domaine, je pensais que j'allais vraiment m'épanouir, et en fait pas. Pas du tout. Pas du tout, c'était un métier qui ressemblait à celui de mon père, et donc inconsciemment je suis allé dans une voie connue en fait, mais qui n'était pas la mienne. Et donc, j'ai beaucoup étudié l'humain, comment il fonctionne, le pourquoi il fait certains actes qui ne lui conviennent pas au plus profond de lui-même. Mais il les fait et voir qu'il les entretient. C'est là qu'arrive la souffrance. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux élaborer un peu comment arrive pour toi la souffrance au travail, justement? Si tu as quelques exemples. Alors, je n'ai pas tous les archétypes de la naissance, de la genèse, de la souffrance. Le mien, c'est principalement une espèce d'obligation d'obéir à quelque chose d'inconscient, notamment suivre un modèle. J'aime beaucoup le livre du Dr Hudson qui dit « Tout se joue avant 6 ans ». Et je trouve ça très vrai. Tout se joue avant 6 ans et tout se rejoue après 6 ans. Et donc j'arrive à trouver du sens à pourquoi nous faisons telle ou telle chose, même si elle n'est pas positive, même si elle ne nous est pas agréable, même si elle n'est pas recherchée, désirée. Et puis nous avons mis en place donc, dans ces 6 années de notre enfance, nous avons créé notre identité.
sur base de ce que nous avons vécu. Notamment une décision. Nous prenons une décision sur nous-mêmes. Nous oublions la décision, mais la décision ne nous oublie pas. Et on se trimballe toute notre vie avec cette décision qui va nous amener à avoir une espèce de quête, une recherche de quelque chose, et on s'identifie à cette recherche, ce qui fait que lorsqu'on trouve, en fait, on est souvent beaucoup plus passionné par la recherche que par le fait de trouver. Et on se positionne alors dans des schémas, dans des habitudes, dans des fonctionnements connus dans lesquels on va se conforter, et même s'ils ne sont pas les plus agréables ou les plus adéquats. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans une administration où tout était parfait, me semblait-il, au départ, pour évoluer, et en fait pas. Et c'était insidieux, puis il y avait une forme de répétition, et je me suis tout doucement retrouvé dans une forme d'enfermement, et duquel il était compliqué d'en sortir. Et donc j'ai accompagné notamment des personnes qui sont salariées dans des boîtes avec beaucoup de sécurité financière, avec mais quelle routine, quoi. Beaucoup de routine, beaucoup d'ennuis, de devoir obéir à des injonctions qui n'en sont pas, enfin qui n'ont pas de sens par rapport au métier qu'ils font, pour le poste qu'ils occupent, et ne savent pas comment en sortir. Et pas plus tard qu'hier, je déjeunais avec une ancienne cliente qui a quitté une entreprise de génie civil assez importante en France, et qui a fait le choix, il y a un peu plus de 2 ans, d'aller vers qui elle est en fait. Et elle a quitté. Elle m'a appelé pour me dire: je veux célébrer avec vous ce que j'ai réussi grâce à votre accompagnement, qui est j'ai quitté. Super. Et elle a créé non pas une entreprise, mais une holding. D'accord. Une SARL dans laquelle elle a créé une SASU, et elle a déjà 2 activités, et son activité démarre sur des chapeaux de roue. D'accord. Elle fait quoi si c'est pas... Alors elle va dans la restauration alternative, d'une part, et elle va sur... elle est passionnée par tout ce qui est organisationnel. D'accord. Donc elle va travailler pour une entreprise de transport. Okay. Voilà, tout l'aspect logistique la passionne. D'accord. Et par exemple, cette dame, elle a découvert sa décision ancienne lorsqu'elle était enfant à l'école primaire. Elle se retrouve à côté de sa collègue, et puis lors d'un examen, l'institutrice lui dit: c'est pas normal, tu as la même note que ton voisin, donc tu as triché. Alors qu'elle n'avait pas triché. Oh. Et donc sur cet événement-là, elle se crée sa... C'est perturbant ça. Complètement. Mais nous avons tous quelque chose de cet ordre-là. Ce que j'appelle un échec à être la bonne personne. C'est-à-dire qu'elle a bien fait, elle a bien étudié, elle a fait son examen, elle réussit, etc. Et aux yeux de la personne qu'elle admire, à savoir son institutrice, elle échoue à être la personne que l'autre attend d'elle, en fait. Ok. Et donc c'est le monde qui s'effondre. Il y a ce qu'on appelle dans mon jargon une perte de contact de qualité. Ok. Donc juste pour faire le lien, c'est intéressant parce que dans ce que je constate depuis que nous discutons, moi je t'ai posé la question qu'est-ce qui crée la souffrance au travail ? Oui. Et tu m'as même pas parlé de travail. Non. Tu es allé tout de suite dans l'enfance. Oui. Donc au final, ce seraient les programmes qu'on a reçus enfants qui plantent les graines au moins. Absolument. De ce qui va se passer plus tard. Donc Absolument. c'est presque peut-être une méconnaissance que de regarder uniquement ce qui se passe aujourd'hui, mais tu es obligé au bout d'un moment d'aller regarder plus loin parce que on va chercher à reproduire certains schémas finalement. C'est peut-être trop superficiel, c'est ça que je veux dire, que de ce compte. Il faut peut-être quand même discuter de ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les circonstances, etc. Mais la cause, elle est probablement dans l'enfance, dans des programmes qu'on a reçus. Je pense que, en effet, si on regarde individuellement, chacun doit aller voir ce qui s'est passé, comment je me suis construit, pourquoi je me mets dans telle situation, pourquoi il y a toujours cette répétition qui se réinvite chez moi. Ouais. Mais forcément, le chef d'entreprise aussi, vis-à-vis de ses salariés,
forcément le manager aussi, qu'est-ce qu'il met en place de manière répétitive dans sa manière de manager. En fait, ce qui me passionne aussi, c'est le succès personnel et la performance collective. Il n'y a pas de performance collective durable sans un succès personnel. Et le succès personnel, c'est quoi? C'est me rapprocher de l'idéal que j'ai de moi, en fait. Comment je m'estime. Et plus mon idéal de moi-même va être très élevé, et plus ma réalité va être en deçà, plus je vais me mésestimer. Et on rentre alors dans un cercle vicieux. Et donc, l'estime de soi, on va la retrouver en se rapprochant de son idéal ou en diminuant l'idéal. Parce que si on maximise l'idéal, on peut se mettre, vouloir arriver au mont de l'Everest, au sommet, en 3 jours, alors que ce n'est pas réalisable. Donc, juste pour déjargoniser un tout petit peu. Oui. C'est un thème qui est passionnant, ça, mais si on peut creuser un peu. L'idéal du soi, c'est quoi? L'idéal de moi? Alors, c'est très personnel. Si je prends mon exemple, pour moi, l'idéal, ce serait quoi? C'est une très bonne question. J'avoue que je ne sais pas trop y répondre de manière précise. On pourrait assimiler ça à ce qu'on appelle le désir dans un travail thérapeutique, le désir. Et j'aime beaucoup l'idée que le désir, c'est comme l'horizon. On le regarde, on le voit, il se pointe, on va vers lui, mais on n'arrive jamais à l'atteindre, il se déplace en même temps. Et donc c'est cet écart qu'il existe entre qui je suis réellement, non pas qui j'aimerais être, mais qui je suis réellement dans la matière, et cet idéal fantasmé de moi, soit que je veux être, soit que je pense être. Oui. Et ce déni qu'il existe parfois à accepter que non, en fait, je ne suis pas le chef d'entreprise parfait qui réussit tout, qui est capable de travailler 14 heures par jour et qui en plus fait du sport et est gentil avec sa famille, etc. Derrière tous ces comportements, toutes ces pensées, en fait, il y a une quête. Qu'est-ce qui le motive à faire tout ça? Et on va retrouver une recherche de reconnaissance, probablement qui n'a pas été présente dans les 6 premières années de sa vie. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionne et ce que j'arrive à faire. C'est-à-dire? C'est d'aller retrouver un événement dans l'enfance qui a été déterminant, qui l'amène encore aujourd'hui, même à 40 ans, 45, 50 ans, à courir après quelque chose. Souvent de la reconnaissance. Très souvent de la reconnaissance. Et la reconnaissance pour un truc qui manquait il y a 50 ans, quoi. Oui. Et du coup, de se tromper de métier, peut-être, ou d'activité, ou alors de forme, ou d'approche. La manière de le faire, c'est ça. La manière de le faire. Tout à fait. Parfois, il ne faut pas forcément changer de métier, c'est ça qui est intéressant. Absolument. C'est juste l'approcher, l'aborder différemment. Exactement. C'est comment je me regarde. Et c'est tout le travail que je fais dans des accompagnements d'équipe, par exemple, où je vais regarder en équipe, mais chaque individu, comment il s'estime, comment il se regarde, comment il fonctionne et comment il veut fonctionner. Parce que cette recherche de reconnaissance à tout prix, elle peut être délétère pour son équipe. Vu qu'elle pour lui-même et pour l'équipe et pour son organisation. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de comment la recherche de reconnaissance personnelle peut affecter la dynamique d'équipe et son propre équilibre au travail? Alors, je cherche un exemple très parlant. Je pense par exemple à une avocate que j'accompagne qui a vécu un drame dans son enfance. Je ne vais pas parler du drame, mais c'est un véritable drame. Elle a 4 ans. Et au moment du drame, elle n'a pas la capacité d'intervenir pour que autre chose se passe. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Mais elle va prendre une décision sur elle qui est « je suis inutile ». Je ne suis pas capable de modifier la situation, je ne peux pas intervenir sur le drame, sur le parcours, sur le processus, sur ce qui se passe. Donc,
l'enfant, pour expliquer ça, va dire c'est moi le problème. Et mon problème, c'est que je suis inutile. Et elle oublie cette décision, la décision n'oublie pas, elle chemine, elle se retrouve avocate, et elle se rend compte que quand elle va plaider, c'est pas son truc. Elle n'aime pas, elle ne réussit pas nécessairement, en tout cas pas comme elle voudrait, beaucoup trop loin de son idéal. Et les premières séances d'accompagnement que j'ai avec elle, c'est de regarder où est-elle excellente. Parce qu'elle est excellente, elle fait un bon résultat, elle travaille bien, elle est reconnue, mais pas comme elle voudrait. Et donc, je mets le doigt sur cette blessure au moment où elle échoue à être utile, et elle se rend compte que là où elle est excellente, c'est tout ce qui est avant qu'il n'y ait un problème. Et donc, elle se spécialise dans l'immobilier, et elle, ce qui la passionne, c'est de trouver des clients qui veulent anticiper les problèmes dans les baux locatifs. Et elle est excellente pour créer le courrier, l'action qui va éviter de se retrouver dans une situation dramatique. Donc, en fait, elle a développé tout ce qu'il fallait pour être utile avant qu'il n'y ait un problème. Donc, elle est toujours avocate quelque part. Elle est toujours avocate. Se sert de son bagage. Elle n'a pas tout jeté le bébé avec l'eau du bain, comme Absolument. on dit. Mais elle a un petit peu repositionné son activité. Exactement. Et elle sait exactement maintenant qui est son client, quelle est sa force, là où elle est la meilleure. Et ça, c'est quelque chose que je remarque souvent dans les milieux du coaching, du développement personnel. Parfois, les personnes qui voient pour une première fois une conférence, un événement comme l'immersion dont je sors il y a une semaine, alors ça, c'est pas le cas parce que je mets des choses en place quand même, mais je sens qu'il y a une volonté qui peut y avoir sur certaines personnes, une volonté très brutale de changer complètement de voie. Oui. Et pour certaines personnes, c'est la bonne chose. Oui. Mais il faut être sûr que ce soit vraiment une décision adulte et pas juste une forme de rébellion. Oui. Quelque chose de bien réfléchi dans le sens où parfois il suffit de faire un tout petit pas de côté. Exact. Il faut pas tout jeter. Non. C'est pas enfin, on voit beaucoup d'histoires de par exemple manager en entreprise, cadre sup en entreprise qui ouvre un restaurant ou une boucherie. Quelque chose de complètement divergent. Il était dans un métier très intellectuel, l'ordinateur, il se retrouve dans quelque chose de manuel. Et il se rend compte au bout d'un an que ça lui convient, mais pas du tout. Et au final, on se rend bien compte que c'est pas hasard s'il a fait des études de commerce ou de finance. Il y avait des éléments qu'il aimait quand même. Exact. Peut-être que le positionnement n'était pas le bon, l'entreprise, le poste exact, ou même son approche énergétique, on pourrait dire, ou dans quelle énergie il investit son job. Et je trouve ça dommage de se retrouver à faire restaurateur alors que en fait c'est aussi un job très dur d'être restaurateur. Et il y a un fantasme justement du job de restaurateur comme si c'était un idéal et que ça allait guérir d'un problème qui vient de l'intérieur finalement. Je te donne raison et je vais prendre mon exemple personnel. Moi je suis à mon 3e métier. J'ai fait un BTS en agriculture. D'accord. Et je me retrouve coach, consultant dans les organisations. D'accord. Et je suis passé par un bureau d'études en tant que salarié. Et ensuite, chef d'entreprise, à vendre des matériaux écologiques, à créer un négoce, et puis d'avoir des entreprises de distribution de produits éco pour le bâtiment, etc. Ça a l'air complètement différent, tous ces métiers. Et en fait, il y a un dénominateur commun. C'est quoi ? C'est mon envie de thérapeuter, mon envie que les gens aillent bien, mon envie de réenchanter le monde, dans le monde du travail. Parce que pour moi, c'est pas normal de souffrir au travail. Ce n'est pas normal. On doit y trouver du plaisir. On est en 2024. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, alors qu'on nous a promis avec l'informatique, la digitalisation, la robotisation, etc., qu'on allait arrêter de souffrir, toutes les tâches douloureuses, pénibles, répétitives allaient disparaître. Et en fait, pas du tout. C'est marrant parce que effectivement, je dis ça pas par hasard, le coup du resto, parce que je connais des gens comme ça personnellement, ou plus ou moins proches de moi. Je connais une personne qui était trader en finance, qui s'est retrouvée ébéniste,
qui a fait des études là-dedans, qui au final, au bout d'un an ou deux, est revenu en finance. Et je dis pas que c'était... Je peux pas juger du parcours, c'était peut-être l'expérience dont il avait besoin pour se rendre compte. Oui. Mais je sens qu'il y avait quelque chose d'un tout petit peu d'enfant rebelle là-dedans, quelque chose de où on cherche une solution à l'extérieur de quelque chose qui vient de l'intérieur, ou peut-être que il s'est pas retrouvé non plus par hasard en finance. Il y avait peut-être quelques réajustements à faire dans sa carrière. Oui. Après, tu vois, je vois souvent ça. Je sais pas exactement comment tu traites ces sujets-là, mais c'est à vérifier. C'est-à-dire que il se peut que le milieu de travail dans lequel il est lui soit toxique et qu'il y ait une question de survie et qu'il faille quitter. Ça peut arriver. L'entreprise, l'organisation aujourd'hui fait beaucoup de dégâts quand même. Hein. On voit bien que le nombre de turnover, le taux de turnover est en forte croissance. De plus en plus de gens malades au travail, en arrêt de travail. Donc il y a en fait, je fais une interprétation, je peux me tromper, mais je vois quand même que il y a un phénomène de privatisation assez important avec le capital qui prend la place de l'humain. Et c'est un véritable rouleau compresseur, le capital, en fait. C'est d'abord le chiffre, c'est d'abord le résultat. Et puis après, si tu peux y trouver du plaisir, tant mieux. Mais je me souviens de mes premières clientes qui étaient responsables de salon de mode ici à Paris, qui donc, son entreprise est rachetée par une compagnie d'assurance à 51%. Et son métier a complètement changé. Pourquoi ? Parce que la direction change, et la direction, ce sont des capitaux de compagnies d'assurance qui font de plus en plus de bénéfices et qui réinvestissent pour encore en faire davantage. Mais ils ont changé leur mission. Leur mission, c'est d'assurer les entreprises, les clients, les personnes. Et la somme d'argent qu'ils récupèrent, ils font de l'argent avec. Et elle, son métier qui est passionnant, qui est de faire de la mode et développer la mode, ce n'est plus ça, c'est maintenant il faut racheter les concurrents pour qu'il n'y ait plus que nous. Et que il faut faire de l'argent, il faut faire du résultat. Et donc elle, son pourquoi je fais mon métier qui me passionne, etc., change du jour au lendemain. Et elle a besoin d'un accompagnement pour arriver à, c'est le cas de le dire, mettre le vêtement qui va bien lui convenir dans ce milieu-là. Il y a quelque chose d'aberrant là-dedans. Oui. Et au final, est-ce que toi tu penses que on fait du meilleur boulot finalement quand on est à l'aise, quand on est bien, quand on a du lien, c'est-à-dire, parce que on pourrait croire que on pourrait dire d'un côté il faut quand même se bouger les fesses quand on est au boulot et quand même produire du résultat. Bien sûr. On est là pour ça. Bien Donc sûr. comment tu trouves ce juste milieu entre résultat et plaisir ? Eh bien, il appartient au chef d'entreprise, au manager, au chef d'équipe de créer une ambiance qui va permettre à chaque individu, même dans leur singularité, qu'ils soient très différents, il est possible de créer une ambiance, une atmosphère qui va être compatible avec chacun. Et là, c'est un autre accompagnement de type organisationnel que je fais, et qui est d'aller regarder chaque individu de ce dont il a besoin en termes d'inclusion, en termes de contrôle et en termes d'ouverture. Inclusion, c'est-à-dire de quoi ai-je besoin pour me sentir inclus dans une équipe, même si j'y suis depuis 10 ans. Ça fait 10 ans en fait que j'attends ceci, cela et on ne me le donne pas. Et simplement dire bonjour, par exemple. Il y a des entreprises où on ne dit pas bonjour. Et donc il y a des rituels à mettre en place. Et puis regarder comment lui inclut les autres aussi. On fait un travail réflexif. Est-ce que moi je fais ce que j'attends d'eux ? Et on commence à regarder, à prendre conscience de comment je fonctionne, de mes besoins, de comment je devrais fonctionner, où ai-je mis de la rigidité et où pourrais-je mettre de la souplesse. Au niveau du contrôle, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de contrôle. Dis-moi que j'ai bien travaillé, s'il te plaît. Est-ce que mon rapport il est bien fait ? Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Est-ce qu'il va être utile ? D'autres vont être non, laisse-moi tranquille, je fais ma tâche et puis après tu me diras. Et donc il y a un curseur qui peut se déplacer
Mais souvent, les gens sont dans des rigidités par rapport à ça. Quand tu dis les gens, tu parles plutôt du leadership? Alors, il y a le leadership et puis il y a ce qu'on appelle le membership aussi. Donc, ça se passe aux deux niveaux, en fait. Et c'est comment on les rejoint. Et puis, la performance collective, elle arrive quand il y a de l'ouverture. Et de la... c'est pas de l'ouverture. Inclusion... pardon. Quand il y a de l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est, en analyse transactionnelle, on appelle ça l'intimité. C'est-à-dire être dans la capacité de dire ce qui est présent pour moi, sans me sentir en danger, sans penser que l'autre va pouvoir me juger ou va me punir. Non, voilà, je vis ça, j'ai été dérangé, tiens, tu m'as dit ça l'autre jour, j'ai pas aimé, ça m'a gêné, j'ai pas pu bien travailler, par exemple. Ok. Et l'autre peut l'entendre. Et quand on arrive à ce niveau d'ouverture-là, alors, ça va vite. Ça va vite parce qu'au moins, au moins on pose les choses dès que ça accroche, quoi. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me passionne. En fait, pour refaire un lien avec le début de ce que je dis, ce qui est tout se joue avant 6 ans. Moi, j'arrive dans une famille nombreuse, 6e. Je me construis sur le rejet. Je collectionne énormément d'informations qui prouvent que je suis rejeté, non désiré. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire pour survivre? Eh bien, je vais mettre en place tous des mécanismes géniaux. Et je dis géniaux parce que ça devient la zone de génie de la personne. Pas parce que je suis moins génial, mais des mécanismes pour arriver à trouver ma légitimité dans cette famille. Comment je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Et donc, aujourd'hui, je suis capable d'aller chercher chez les gens ce qu'il y a de génie, de génial, d'extraordinairement bon, qu'ils peuvent mettre à disposition de leur personne et de leur entreprise. Et puis, comme j'arrive dans une famille nombreuse, la dimension du groupe est importante. Comment je m'inclus, comment je laisse les autres me contrôler, et comment j'arrive à m'ouvrir dans cette famille. Et c'est ce que j'arrive à reproduire dans mes accompagnements, c'est à la fois la personne et à la fois le collectif. Et quand je fais ça, j'ai plus besoin qu'on me dise « Waouh, génial Xavier », je le sens moi-même, je suis nourri et je suis heureux en fait. Parce que j'arrive à produire ce qui a été difficile à produire dans mon enfance. Ok. Je réponds à ma quête personnelle en fait. Parce que nous voulons tous changer le monde, hein. On nous veut tous un monde meilleur. Mais c'est quoi un monde meilleur? C'est un monde différent de celui où j'ai échoué dans l'enfance. Mais il n'y a plus besoin d'échouer une fois qu'on est adulte. Il faut juste être conscient de ça. Alors je dis il faut juste être conscient. C'est parce que j'ai développé ces facultés d'aller sonder l'inconscient, justement, de le non-dit, le non-verbal, que j'arrive à détecter chez la personne, dans un groupe, ce qui est génial, qui peut juste être amélioré, en fait. Et si on zoome un peu là-dessus, parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont managers, cadres, superviseurs, leaders, chefs d'entreprise ou d'équipe, qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est dans une position comme ça, de leadership, pour créer ce type d'harmonie dans son équipe? Par quoi je commence? Je suis leader, ok, je sens, parfois ça se passe bien ou moins bien, enfin, comment on s'y prend alors? Alors d'abord on fait une évaluation. D'accord. Une évaluation de l'organisation. Et l'organisation, c'est à la fois le leader, mais tous les membres aussi. Qu'est-ce que les membres vivent? Je vais dans les organisations, je vais diagnostiquer. On peut vraiment comparer à une maladie et on va chez le médecin. Docteur, qu'est-ce que j'ai? Mais alors si tu devais donner quelques biscuits quand même aux personnes qui nous écoutent pour commencer ce diagnostic eux-mêmes, par quoi ils pourraient commencer? Regardez ce qui se passe, prendre du recul. Regardez un petit peu en hauteur, ce qu'on appelle dans notre jargon se mettre en métaposition. D'accord. Donc je regarde comme l'aquarium. Tiens, j'ai un aquarium, j'ai des poissons rouges, j'ai des algues, et je regarde. Tiens, mon eau elle est trop verte. Qu'est-ce que je fais? Lui il peut ne pas savoir ce qu'il faut faire, mais il peut voir que l'eau est trop verte. Ok. Il voit qu'il y a un poisson qui nage un peu trop de côté. Ah, ce poisson nage de côté. C'est déjà de le constater. Ça, c'est déjà une grande avancée.
Beaucoup de managers, beaucoup de responsables le voient, mais n'en font pas un sujet, en fait. Et il faut surtout regarder... En gros, c'est-à-dire, si je reformule, beaucoup de managers tolèrent les dysfonctionnements. Ils pensent que ce n'est pas grave. Je ne sais pas si c'est de la tolérance. Ils pensent que ce n'est pas grave. Ils pensent que c'est un signal faible, ça fait partie du jeu, quoi. Il y a des dysfonctionnements, il y a des choses On est là pour bosser. L'eau, elle peut être verte, voilà. Okay. On est là pour bosser. Vas-y, bosse. J'attends pour le résultat. Donc les signaux faibles, ils laissent couler, en fait. C'est très important. D'accord. Donc il faut écouter les signaux faibles. Parce que quand le signal est plus faible, alors la personne s'en va. La personne va faire ce qu'on appelle du racket, c'est-à-dire attirer de l'attention. Il va se mettre délégué du personnel. Il va commencer à menacer de faire grève. Je suis dans des cas extrêmes. Mais ça existe. Je vais dans des organisations où ça se passe comme ça. Où il crée des jeux psychologiques. Et il va faire du commérage. C'est pas ce qu'il m'a dit, le chef, là. Mais alors, on ne peut pas arriver dans un niveau d'ouverture où la performance collective peut arriver. C'est pas possible. Ou en tout cas, il est possible d'aller bien au-delà et d'arriver vraiment dans des ambiances de travail très performantes. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand il y a un poisson rouge qui nage de travers en tant que leader ? Je reformule. D'abord, il faut prendre du recul et, tant bien que mal, même si on est quand même soi-même impliqué, faire un diagnostic finalement. Voilà, observer. Écouter, regarder, ressentir. Et là où il y a un ressenti, un signal faible, peut-être cesser de l'ignorer et se dire, ok, noter sur une feuille où... Là, je ressens qu'il y a un frottement avec cette personne, la communication n'est pas fluide, j'ai toujours l'impression que je lui dis quelque chose, que c'est pas entendu, que ça, y a des... le travail il est fait, mais c'est pas parfait, c'est pas fini, ou je dois repasser derrière, il y a quelque chose, bref. Alors déjà pour ce type de situation, je peux donner un conseil que j'enseigne quand je travaille en collectif, c'est comment j'arrive à communiquer avec quelqu'un où il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Il y a voire même une tension. Eh bien, ça ne sert à rien de lui dire qu'il n'est pas bon, ça ne sert à rien de dire je ne suis pas bien parce que tu fais ceci, tu fais cela. En tout cas, ça ne suffit pas. Il faut d'abord créer le climat qui va permettre de parler de cela. Et donc de dire je voudrais te parler, de lui dire l'intention que j'ai à te parler, et de lui dire aussi la peur que j'ai à lui parler de la chose. Attends, tu peux répéter ? Oui. Donc par exemple... Les 3 éléments, c'est lui dire qu'on va lui parler. Il m'est arrivé avec une personne de me sentir en compétition avec. Et je sens cette compétition, je me demande, tiens, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est moi ? On se pose un tas de questions. Et alors là, à ce moment-là, le moulin à parole interne se met en route et c'est infernal. Et donc, je vais la voir en lui disant, écoute, voilà, je ressens quelque chose, j'ai peur de te le partager, j'ai peur de te blesser, voire même en te parlant de cela. Et alors que mon intention, justement, c'est que ça aille mieux entre nous et c'est qu'on puisse continuer collectivement. Est-ce que tu veux bien que je t'en parle avec toi ? Et elle me dit oui. Une fois que j'ai son accord, alors je peux parler de la chose. Et je vais en parler en termes de jeu. Je me sens en compétition avec toi, je suis dérangé, et alors elle me dit, moi aussi en fait. Waouh. Et donc là déjà on sent tous les deux qu'il y a la tension qui baisse. Et à quoi tu l'expliques ça ? Eh bien c'est ce que j'appelle aller chercher de l'accord. En anglais j'aime bien ce mot enrollment, qui est souvent mal vu en français. L'enrôlement c'est genre... je crée de l'accord à pouvoir parler de quelque chose de difficile entre nous. Et donc l'autre va forcément changer son niveau d'ouverture. Et moi, je vais aussi pouvoir changer mon niveau d'inclusion. En fait, je reviens à l'inclusion contre l'ouverture. En fait, je l'inclus dans ma situation sans la forcer. Elle m'aurait dit non, c'est pas le moment. Je dis ok, quand ? Et en fait, j'arrive à remettre les longueurs d'onde presque en face, en fait.
Hein, si je viens, elle est là, moi je suis là, purée, je me sens en compétition avec toi, on va pas arriver à vraiment bien s'entendre. Donc qu'est-ce que je fais? Je réajuste la balance, on va dire, des énergies de l'un et de l'autre, et rentrer dans la même longueur d'onde pour pouvoir parler de la même chose, sans donner tort à l'autre et sans me donner tort. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on s'observait pendant une demi-journée, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Et puis j'ai compris en fait que c'était quelque chose de mon histoire qui n'avait pas été réglé et qui se réinvite dans ma vie à ce moment-là avec cette personne-là. Et ça a permis là, elle m'a demandé si on pouvait collaborer. Donc au moment où je sens cette compétition, cette personne, c'est une coach aussi, hein, je ne peux pas imaginer que je vais travailler avec elle un jour. Et dis-moi, parce que quand même, il y a 2 choses qui me viennent là. La première, c'est... je pense que des gens qui nous écoutent sont dans un monde très corporate, très aseptisé. Une grande boîte, par exemple, ou moyenne, où on a quand même une façon de communiquer qui est très aseptisée. Oui. C'est d'ailleurs marrant, j'en rigolais parce que j'étais au restaurant l'autre jour et on voyait des gens qui étaient... Ça se voyait que c'était un poste, un verre du boulot, poste, tu sais, entre collègues, comment on appelle ça ? Un after work. Parce qu'ils ont une façon de se parler en mettant une certaine distance, sans prendre trop de risques, et du coup de pas être tout à fait dans l'intimité, et ça se voyait que certains ils s'ennuyaient un peu, qui est drôle en fait. Et ça se sent tout de suite. Et du coup, quand on est dans un monde comme ça, moi je peux pas arriver avec mes grands sabots, même si j'aimerais, et devenir le psy du groupe. Ouais, comment je règle ça alors que j'ai peut-être pas le leadership de l'entièreté de l'entreprise? Comment je règle ça au niveau de mon équipe? Est-ce que je peux agir d'ailleurs? Bien sûr, alors il peut... Bon, moi je commence de manière générale par écouter la manière dont ça fonctionne, de quoi la personne se plaint, ou qu'est-ce qu'elle veut modifier, qu'est-ce qu'elle veut améliorer, ou... Il faut vraiment que je prenne le temps d'écouter. Il faut que je me rende compte de leur manière de fonctionner aussi, leurs difficultés, leur culture. Par exemple, là, j'interviens dans des EHPAD. Ce qui est très compliqué pour changer une culture dans un EHPAD, c'est qu'il y a du personnel de nuit, du personnel de jour. Il manque du personnel, donc je ne peux pas dire allez, tout le monde vient travailler pendant 2 jours avec moi. C'est pas possible, il y a les résidents qui attendent. Donc je dois prendre en considération toute la réalité, en fait, tout leur monde. Et donc tant que je n'ai pas compris vraiment leur fonctionnement et leurs besoins et leur culture, je ne peux pas faire de suggestions. Donc je passe d'abord par cette phase d'écoute, de compréhension, de diagnostic, on va dire. Ensuite, je vais surtout vérifier ce qu'ils demandent. Et puis ce qu'ils sont prêts à investir en temps, en argent, en énergie. Et je vais faire des propositions qui vont d'un accompagnement individuel, soit du manager, soit d'une personne qui a fait la demande d'aller mieux parce qu'il se rend compte qu'il a une rigidité sur tel ou tel sujet et qu'il veut s'améliorer. Voire on va jusqu'à un accompagnement collectif.